Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle bulle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, on va vous laisser le temps de vous connecter avant de démarrer. Vous êtes 600 inscrits aujourd'hui pour cette bulle numéro 18 sur les pratiques indisciplinaires avec Frédéric Denise. On reçoit vos petits bonjours d'un peu partout, partout en France, Et ailleurs. avec des noms connus et d'autres qu'on découvre. Donc, bienvenue tout le monde. Et on est déjà une centaine. On va commencer la bulle par se dire bonjour et se présenter, le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette 19e bulle des deux rives que nous sommes ravis, donc Hélène et moi, d'animer aujourd'hui avec toi, Frédéric Denise, et avec vous, comme indiqué, déjà plus de 600 participants inscrits. Vous allez nous rejoindre au fur et à mesure et nous allons en profiter pour vous présenter rapidement la SCOP Les Deux Rives et la démarche des queues dans laquelle s'inscrivent ces bulles. Tu peux passer à la slide suivante, Frédéric. Merci. En deux mots, la SCOP Les Deux Rives, nous sommes une société multirégionale coopérative qui est implantée à Lyon, Strasbourg, mais aussi à Dijon, Paris et Caen. Donc, forte de plus de 20 années d'expertise sur les sujets écologie et bâtiments, nous définissons comme à la croisée d'un organisme de formation, d'un bureau d'études AMO et d'un centre de ressources. Alors, comment opérons-nous? Nous décloisonnons les modes de faire et de penser pour pousser plus loin les curseurs face à l'urgence climatique auprès des acteurs du cadre bâti. Notre parti pris, c'est de détourner, questionner et expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter et de vivre ensemble et les modèles économiques associés. Et c'est autour de l'activité fondatrice de notre scope, la formation certifiante des DQE, développement durable et qualité environnementale, que nous avons lancé ces bulles des deux rives il y a déjà 5 ans. Formation certifiante des DQE qui a d'ailleurs fêté ses 20 ans l'an dernier. Et donc, en deux mots sur la formation certifiante des DQE, c'est l'unique formation d'envergure nationale d'acculturation sur les sujets écologie et bâtiment. Donc sur l'évolution des métiers du cadre de vie bâti aménagé. On la déploie à Lyon, Strasbourg, Dijon, Caen et Paris sur 20 jours qui contiennent un voyage d'études également de 3 jours qui en ce moment a lieu au Vorarlberg en Autriche. Ces 20 jours proposent d'agir ensemble en s'appuyant sur des retours d'expérience éprouvés pour nourrir les démarches critiques et alternatives, donc avec un réseau d'intervenants professionnels qui partagent leur retour d'expérience. Aujourd'hui, c'est plus de 1800 professionnels, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, entreprises du bâtiment qui ont suivi la formation et qui sont certifiés depuis 2003. On a un webinaire de présentation de la DDQE le 27 novembre à 12 heures pour celles et ceux qui sont intéressés d'en savoir plus et pour des prochains démarrages à Paris et à Lyon au mois de décembre. Et donc, avec ces bulles, merci, avec ces bulles sur la thématique S'affranchir ensemble et autrement, on souhaite permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent le parcours certifiant des DQE et d'échanger avec les experts et expertes qui les animent et qui nous font le plaisir d'y contribuer. Donc les prochains rendez-vous, c'est la semaine prochaine, le 19 novembre, quand le nom est une force, une opportunité pour construire un projet collectif et créatif. Et le 16 décembre, évolution de la RE 2020 en 2006, gardons le cap environnemental malgré tout. Et on peut passer à la slide suivante. Voilà, quelques informations complémentaires sur notre actualité, notamment les formations courtes de fin d'année. Donc, vous pouvez nous retrouver sur des formats à distance. Donc ça, c'est pour, voilà, pour pouvoir nous rejoindre le plus nombreux possible sur les questions de confort d'été et d'humidité, mais aussi sur la question de la RE 2020 et de l'acoustique fin novembre. Vous retrouvez également les formations humidité en présence à Lyon et à Paris.
un module sur la construction passive biosourcée à Strasbourg, également en fin d'année. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tout notre agenda sur notre site internet, dont les premières dates 2026 se dévoilent petit à petit, avec des nouveaux sujets et aussi de nouveaux formats en construction. On peut passer à la Un top slide 7, c'est bon. suivante. Ce webinaire, voilà, comment est-ce que va se dérouler cette bulle d'un point de vue technique? Ce webinaire se déroule en 2 temps, correspondant aux 2 questions traitées par notre intervenant. Chacun de ces temps se déroule en 2 parties d'une vingtaine de minutes, chacune, autour de la présentation de la thématique et un temps de questions-réponses qui est animé par Hélène et moi, sur la base de réactions et questions que vous pouvez, nous poser dans la section, chat de Zoom. Donc si vous avez une question pendant la présentation ou bien pendant la période de questions, réponses, vous l'écrivez dans le chat, de préférence de façon assez synthétique, en indiquant également, quel est votre métier ou votre spécialisation, si vous en êtes d'accord. Nous avons configuré cette séance, la vidéo coupée et le micro éteint, pour permettre une meilleure qualité de présentation et aussi parce que nous sommes, très nombreux. Vous pouvez configurer l'affichage de votre côté pour déplacer les vignettes vidéo, pour que ce soit aussi plus confortable pour vous. Et avant de te passer la parole, quelques mots pour te présenter, Frédéric. Tu es architecte, fondateur de l'agence Archipel Zéro au Havre, où tu as notamment co-créé le tiers-lieu Le Hangar Zéro, laboratoire citoyen pour la transition écologique, dans la suite de la dynamique portée par le collectif Alternatiba, Village des Alternatives, en marge de la COP 21. 10 ans après, te voilà en direct de Belém, invité à la COP 30 suite à l'obtention du prix Build by Nature 2025 pour le bâtiment de la Maison de la Réserve écologique à Épinay-sur-Seine, un projet bois, terre, paille et réemploi qui répond aux enjeux de la perte de biodiversité et de la déconnexion urbaine avec la nature en faisant office d'intermédiaire entre la ville et la réserve écologique, tout en construisant un point d'accès pédagogique pour tous. Comme tu le livres toi-même, après une longue période d'apprentissage conventionnel du métier d'architecte, tu as retrouvé ta liberté de redéfinir ta pratique pour répondre aux enjeux environnementaux de façon radicale et indisciplinaire, en renouant avec tes jeux d'enfant, construire avec ce qu'on a sous la main. Tu ambitionnes maintenant de partager ton expérience d'ingénieur des possibles pour contribuer à accélérer la bascule écologique. Tu interviens dans le cadre de nos formations certifiantes des DQE. Pour introduire le propos, peux-tu en quelques mots nous partager en quoi tes engagements rejoignent ceux de la démarche des DQE? Bah, bien sûr, bah, merci Hélène déjà pour cette présentation qui me comble de joie. Euh, je m'y sens bien, vraiment, enfin, dans à la fois l'expertise de tous les intervenants et une certaine radicalité. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire semblant. Je crois que la SCOP Les Deux Rives a monté au cours des années la formation des DQE, enfin, comme je la trouve tout à fait adaptée aux enjeux et à ce qui vient. Donc, vraiment de préparer la profession à essayer de s'engager le plus possible dans les pratiques qui sont nécessaires. Et je vais vous parler un petit peu là. Très bien. Ben, merci pour ce témoignage à chaud. Et plus spécialement sur le sujet de notre bulle aujourd'hui. Hem, Notre bulle du jour est une belle continuité, de celle de la semaine dernière qui identifiait le réemploi comme levier politique pour faire ensemble et autrement, tout en restant, la semaine dernière dans le giron des pratiques courantes. Aujourd'hui, Frédéric, tu vas nous partager les stratégies que tu as expérimentées pour sortir du cadre de façon sécurisée et les terrains d'innovation que tu as construits pour rendre possible le faire ensemble et autrement. Et tu poses la question, en attendant la nécessaire réforme de la loi Spinetta, libérant l'innovation, comment faire évoluer nos pratiques avec des techniques non courantes, donc en principe non assurables? Parmi elles, le réusage qui consiste à trouver un autre usage à une ressource de réemploi, élargissant ainsi son domaine d'emploi. Donc, on te passe la main pour ce temps 1 ensemble où il sera question de réglementation, des normes, d'analyse, des risques pour les contourner, mais aussi d'imagination et de créativité. Et on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci Céline. Donc je prends la main. Donc ça va se passer en deux temps. Un premier temps sur sortir du cadre en restant dans le cadre, l'imagination et la créativité
pour s'affranchir. Tout d'abord, bah, merci d'être aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas non plus à donner cette bulle depuis le Brésil, depuis le Belém plus précisément, depuis Belém pour la COP 30 où j'ai été invité par Build by Nature suite au fait que la Maison de la Réserve écologique a été désignée lauréate dans le domaine bâtiment pédagogique et enseignement. Euh, donc voilà, alors j'aurais jamais imaginé aller dans une COP 30 puisque une partie enfin, l'origine de mon engagement remonte à la COP 21 quand j'ai participé avec Alternativa au montage du village des alternatives au Havre, et qui était précisément le but de montrer qu'on n'attendait rien des COP et qu'il fallait prendre les choses en main et de faire évoluer les choses à la base par les habitants, par les citoyens. Bon, en même temps, invité à une COP pour témoigner justement de cette pratique. Et aussi, je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être combattre le lobby du béton bas carbone qui infiltre toutes les COP et qui réussit à faire croire au gouvernement, en tout cas aux décideurs, que on va sauver le monde avec le béton bas carbone. Donc, même si les COP en elles-mêmes, j'y crois pas trop, au moins y aller pour témoigner de ça et combattre ça. Donc voilà, donc c'est plus ou moins quand même en lien avec la présentation que je vais faire. Pour revenir au sujet, bon, je vais commencer par des évidences. C'est que les lois et les réglementations ne sont pas de droit divin, qu'elles sont faites pour servir les gens, servir la société, et non pas les gens pour servir la loi. La loi sur l'architecture défend la qualité architecturale et la qualité du paysage, ainsi que le patrimoine, mais la pratique architecturale, elle, n'est pas faite pour défendre la loi. La loi en elle-même, pas gravée dans le marbre. De même que la loi Spinetta a été faite pour défendre l'intérêt des familles qui construisaient leur maison par un régime d'assurance obligatoire. Euh, c'est dans ce cadre-là, malheureusement, si ça empêche les évolutions, bah, ce n'est pas dans l'intérêt des habitants et l'intérêt, on va dire, de l'humanité en général et même de la vie et du vivant sur Terre. Il y a des intérêts supérieurs aux intérêts particuliers. Il y a des intérêts, ce sont les intérêts collectifs, mais il y a des intérêts supérieurs aux intérêts collectifs, c'est les intérêts en fait, de l'ensemble des humains présents et de la vie sur Terre et de l'ensemble en fait, de la vie à venir, hein, y compris nos enfants et leurs descendants. Alors évidemment, quand on invoque les générations à venir, c'est ce qu'on fait souvent quand on veut justifier les mesures écologiques, ça impose le respect, mais c'est un peu facile aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le jeu néolibéral de la déréglementation, que les normes sont là aussi pour nous protéger. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver dans cette réinterrogation des normes. À la base, bon, on sent bien qu'il n'y a pas d'alternative réelle possible dans le système tel qu'on l'a inventé et tel qu'il existe aujourd'hui, hein, dédié à une croissance économique perpétuelle, nous permettant la richesse et le confort, mais que ce système est totalement incompatible avec le maintien de la vie sur Terre, mais que c'est pas évident justement de réinterroger ça parce que et c'est que c'est sans doute pas à l'échelle des États qu'on arrivera à changer nos modes de vie. C'est pas en imposant des modes de vie différents. Enfin, c'est quelque chose de trop compliqué à faire et ça peut partir que de la base. Et pourtant, cette urgence écologique, bon, elle impose quand même une rupture du modèle, enfin une bascule. Donc elle viendra certainement pas d'en haut, c'est sûr, en tout cas pas des COP ni des gouvernements, peut-être un petit peu plus des territoires. En tout cas, j'ai pu participer avant la COP à la pré-COP à Sao Paulo, non, à Rio, où là, c'était les 40 plus grandes villes du monde qui venaient montrer leur engagement. Et là, on commence à y croire un petit peu plus. C'est-à-dire qu'à l'échelle des territoires, on peut, on va dire, faire des choses concrètes et si on descend encore plus de l'échelle, on arrive à l'échelle des quartiers individuels ou des tiers-lieux dont je vous parlerai tout à l'heure, justement pour montrer que c'est là que se redéfinissent en fait les modes de vie de demain, enfin les modes de vie qui nous permettront de nous sortir un petit peu
de ce système. Donc là, la loi Spinetta, puisque c'est bien de ça qu'on parle, puisque c'est un petit peu elle qui nous empêche d'innover par le fait qu'elle ait enfin, qu'elle ait une bonne intention, évidemment, par les assurances obligatoires, l'assurance responsabilité décennale pour les constructeurs et l'assurance dommage-ouvrage pour le maître d'ouvrage, dont l'objectif bon, est de faciliter, de garantir la réparation rapide des malfaçons ou parer à on va dire, au fait que une construction n'est plus compatible avec l'usage pour lequel il a été construite. Donc ça, évidemment, c'est nécessaire. Le problème, c'est que ça repose sur une logique assurantielle, que les assurances, bah, en fait, elles sont en recherche de profit. C'est pas, enfin, heureusement, nous, architectes, on a la mutuelle, la MAF, qui ne fonctionne pas comme ça, mais la plupart des assurances sont quand même des produits financiers qu'elles ont besoin pour sécuriser leur engagement bah, de normes sur lesquelles se reposer pour pouvoir accorder des assurances ou pas. Et c'est précisément ces normes qui sont un frein à l'innovation, avec la notion de technique courante et non courante, sachant que seules les techniques courantes sont assurables, les techniques non courantes ne le sont pas. Pour juste au passage, d'habitude on le fait à la fin, mais là c'est pour expliquer un peu le terme de, pardon, de pratiques, pas les pratiques non courantes, mais mince, là, ça va me revenir. Il y a également un autre ouvrage qui est Hors la loi, dépasser la loi, qui est un ouvrage de l'ICEB, l'Institut, qui parle beaucoup, alors ça a une dizaine d'années déjà, mais ça permet de bien cadrer les choses entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Pour revenir je cherchais simplement le terme indisciplinaire, c'est idiot. Bah, c'est un petit peu suite à la lecture de cet ouvrage qui m'a beaucoup inspiré, que c'est Jean-Marc Huygens qui parle de pratiques indisciplinaires. Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, première chose, c'est bien comprendre les normes pour mieux les dépasser. Et pour ça, bah, en fait, il faut avoir une bonne connaissance, faire des formations à la DDQE, par exemple, pour savoir en quoi consistent les normes et comment est-ce qu'on peut arriver à les dépasser. Premièrement, les considérer comme un outil et pas comme une prison. C'est une première approche. Là, pour exprimer cette idée, c'est juste un bâtiment que j'ai fait il y a une dizaine, un petit peu plus de 10 ans. C'est une crèche à Bréauté-Beuzeville, une chaumière. Donc, c'est un concours que j'avais gagné en proposant de faire un bâtiment tout en fibre végétale, reposant sur le fait qu'il y avait déjà une chaumière, ce que vous voyez à droite, là, qu'on a agrandi. C'était une chaumière des années 70 en parpaing, un peu bizarre, mais voilà, on a proposé de refaire le chaume et on a proposé l'équipe municipale d'isoler en fait ce bâtiment en paille et de faire une extension tout en paille et en chaume. Donc ça, au point de vue de l'image, ça leur correspondait bien, même si à la base, ils n'avaient pas forcément de volonté de construire de façon écologique. Le problème, c'est que à l'époque, je n'avais pas passé ma propaille encore et que je ne savais pas que la propaille n'autorisait pas, enfin en tout cas n'était pas dans son domaine d'application, d'isoler un bâtiment existant par de la paille. Donc c'est par ignorance finalement que j'ai pu faire ça et par ignorance du bureau de contrôle qui était absolument pas au courant. Je lui avais donné mon exemplaire de la propaille en lui disant bah, à vous de vous assurer qu'on rentre bien dans les clous. Et bah, en fait, lui n'avait pas non plus n'avait pas réalisé que c'était pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu amusant, mais c'est une façon de montrer que on peut dépasser les normes sans le savoir. Quatre leviers, on va dire plus sérieusement, pour contourner sans enfreindre les règlements, bah, c'est de participer justement à la production de normes par les avis techniques expérimentaux qui permettent de rendre assurables des techniques non courantes qui vont du coup être considérées comme courantes après un avis, ce qu'on appelle un ATEX. Il y a aussi la possibilité, un peu moins lourde, d'appréciation de laboratoire
qui permettent que le bureau de contrôle puisse donner un avis de chantier sur un dispositif pareil, en construction non courante, et de cadrer et de rendre ça donc assurable. Au-delà de ça, il y a, et ça intervient tout le temps, c'est l'analyse du risque. C'est-à-dire, si ce n'est pas une technique courante, on va essayer de déterminer, bah, en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que c'est un risque acceptable? Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des problèmes, mais ce problème-là, est-ce qu'il est vraiment important? Ou alors, est-ce qu'il y a un peu de chance que, que des problèmes importants arrivent? Ouais, c'est un petit peu un travail de bon sens, et je vous donnerai des exemples par la suite. Mais en tout cas, ça va être la base du dialogue avec l'assurance. Là, on ne parle plus du bureau de contrôle. Et sinon, bah, le sortir du champ réglementaire, c'est-à-dire se mettre dans une situation où la réglementation ne s'applique pas. Par contre, comment faire en sorte justement que ce pas de côté ne devienne pas un pas de travers, ça va être un petit peu le but de mon intervention. Donc, produire la norme, donc, dans les quatre leviers, il y a ça, c'est l'avis technique expérimental. Je vous avoue que j'en ai fait qu'un dans ma vie. C'était il y a assez longtemps, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, sur un bâtiment à Dieppe, un, un centre, le centre Henri Hay, qui est destiné aux enfants autistes et psychotiques. Et bah, j'avais proposé de réaliser le bâtiment avec la terre du terrain, en, en arguant que la terre, c'était une matière bienveillante, que ça donnait une bonne ambiance, etc., au niveau de l'acoustique, au niveau des échanges thermique, enfin un confort hygrothermique intéressant, etc. Ce qui est le cas. Quelques années après, j'ai eu un retour très très favorable. Par contre, le dispositif, ça s'appelait le Cemater, n'avait pas d'avis technique et on a dû faire un ATEX enfin, c'est pas on a dû, c'est l'entreprise a fait un ATEX, considérant qu'elle avait les moyens de le faire et qu'elle voulait diffuser cette technique. Et notamment, on avait une chaufferie avec un coupe-feu 1 heure. Bon, donc, ça a été mis, il y a eu un mur test qui a été mis en laboratoire. Donc, il n'y a que le CSTB qui peut faire ça, hein. Et donc, ça a été favorable. Bon, par contre, les ATEX, c'est vraiment quelque chose de lourd. Là, je crois que ça a coûté 40 000 euros. Pour un petit projet comme ça, c'était pas acceptable. Mais l'entreprise, par contre, a misé là-dessus pour pouvoir reproduire son procédé à plus grande échelle. À plus petite échelle, une expérience qu'on a au hangar zéro, où là, on est plus dans une appréciation de laboratoire suivie d'un avis de chantier du bureau de contrôle. Donc là, ce n'est pas un avis technique expérimental, mais simplement, ça rend quand même, par l'avis de chantier du bureau de contrôle, l'assurabilité d'un dispositif. Donc là, on a gagné un concours, une AMI low-tech, organisée par l'ADEME et la région Normandie. Donc on s'est engouffré là-dedans, on a été lauréat et là on nous offre en fait tous les tests qu'on n'aurait jamais pu faire, qui sont des tests de laboratoire. Donc c'est une cloison, on l'appelle low-tech parce qu'elle est réalisée qu'avec des matériaux de réemploi et des déchets en fait. Donc c'est une cloison en ossature bois, avec du bois de logistique en plus, c'est même pas du bois classé. C'est du bois qu'on trouve sur le port, qu'on recoupe, hein. On a l'atelier menuiserie qui nous permet de faire toutes les sections. C'est une cloison qui est faite pour remplacer le placo. Donc, on a l'ossature qui n'est pas en galva, mais qui est en bois. Le remplissage qui est avec des dalles de faux plafond 600-600, vous savez, les dalles très efficaces pour l'acoustique, mais qu'on n'aime pas mettre, mais malheureusement qu'on est obligé de mettre parce qu'on ne trouve pas moins cher et que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Malheureusement, ça fait un déchet qui est absolument pas recyclable, enfin qui est recyclable en théorie, mais qui ne sera pas recyclé, seulement 1%. C'est enterré. Donc nous, on aime bien essayer d'utiliser ces déchets-là justement pour que ça ne devienne pas des déchets. Et ensuite, plutôt que de mettre du placo, bah, c'est de la trame en terre, la trame de tissu, c'est des sacs de café en fait. Au Havre, c'est un grand port d'importation de café vert. Donc on a toute cette ressource, on la trempe dans la terre, dans de la barbotine, on l'applique, on maroufle, on attend que ça sèche et après on remet 2 cm d'enduit des deux côtés. Donc voilà, donc on nous offre tous les tests physiques, c'est-à-dire de résistance mécanique, de tenue au feu, de comportement au feu, acoustique, transfert vapeur d'eau, etc., pour pouvoir mettre ensuite ça en open source pour que ça puisse devenir un mode de construction de cloison que j'applique d'ailleurs sur pas mal de mes projets maintenant. Même si ça n'a pas été caractérisé encore, officiellement, ça a été fait de façon gratuite par les laboratoires d'université sur lesquels on peut s'appuyer aussi, qui ne donnent pas donc des résultats qui sont officiels,
mais ça permet quand même de mettre au point le dispositif pour ensuite faire tester par des laboratoires officiels et agréés, de façon à avoir un avis de chantier, mais sans tâtonner, on va dire. Un autre exemple, c'est la ferme des possibles 2. Je vous présenterai la ferme des possibles 1 tout à l'heure. C'est en cours d'étude, c'est en stade permis de construire, où on a une couverture qui est réalisée avec des tuiles, réalisées avec des pales d'éoliennes. Encore un déchet qui n'est pas recyclable parce que composé de trop d'éléments et de matières qui sont complètement, voilà, c'est un espèce de stratifié de résine, de carbone ou de fibres de verre, de bois, etc. Nous, on les coupe en morceaux pour faire des tuiles d'éoliennes. Donc là, effectivement, ça va demander également des tests de laboratoire. Et ça sera valable qu'une seule fois pour ce projet-là. Mais c'est pas grave, ça permet de proposer une alternative intéressante pour faire de la couverture avec des matériaux, non pas de réemploi, mais du coup, là, c'est un recyclage en fait de pales d'éoliennes. Le bâtiment est également composé de bungalows vitrés qui sont issus de l'école d'architecture Paris-Malaquais. Je suis sûr que certains ou certaines d'entre vous ont fait leurs études là-bas. C'était le bâtiment provisoire de Malaquais qu'on a récupéré justement pour réaliser ça. Au passage, une autre petite, alors malheureusement, ça s'est pas fait. C'est une façade clôture pour une plateforme de matériaux de réemploi pour pleine commune sous l'échangeur autoroutier entre l'autoroute A1 et le périph' au niveau de la porte de la Chapelle. Et il s'agissait d'une plateforme matériaux de réemploi du VRD. Donc j'ai proposé de faire cette façade clôture qui devait être très, très solide et très défensive avec des glissières d'autoroute. Donc un déchet qu'on peut très bien cintrer et tisser de façon à faire ça. Bon, bah là, en fait, il n'y a pas, il y a aucune règle. On est dans le domaine de la clôture. Donc simplement faire en sorte que ça soit solide et qu'on puisse faire un test de mécanique. Autre approche, bah, c'est l'analyse du risque. Comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un risque important qui ait des petits dégâts ou est-ce qu'il y a un risque très faible qui ait des gros dégâts? C'est un petit peu faire la part des choses en analysant quel est le besoin, à quoi sert l'ouvrage. Donc là, en l'occurrence, ce que vous voyez là, c'est la ferme des possibles avec une grande façade vitrée qui donne en fait sur un espace tampon qui est un espace de distribution qui distribue au rez-de-chaussée des laboratoires culinaires qui travaillent avec les fruits et légumes récoltés sur place. Donc en réalité, c'est juste un lieu de distribution qui n'est pas chauffé, les laboratoires étant eux-mêmes réfrigérés à 13 degrés. On n'a pas besoin de chauffer les couloirs. Donc en fait, on a juste besoin de les mettre à l'abri du vent et de la pluie. Donc en fait, cette façade vitrée, bah, elle est là uniquement pour obtenir on va dire, cette protection d'un espace qui lui-même est lavé à grande eau tous les jours avec des siphons de sol. Donc si on a une petite fuite d'eau, par exemple, qui arrive, bon, bah, c'est sans conséquence. Voilà une analyse de risque un peu évidente, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Et d'autres usages, du coup, après avoir fait ça, sur d'autres, notamment la maison de la réserve écologique, où on a réalisé une serre expérimentale euh, avec, pareil, des fenêtres de l'emploi sur deux couches, hein, une double façade, sachant que c'est un lieu qui est non chauffé. Mais cette double façade va permettre à des dispositifs bioclimatiques. Cet espace, cette idée d'espace tampon, justement, où on a en fait de faire la façade en deux temps, voire même en trois temps, simplifie beaucoup de choses. Ça peut éventuellement même être plus économique qu'une façade très, très performante. On demande beaucoup de choses à nos façades quand même, d'être à la fois étanches à la pluie, étanches au bruit, étanches au vent, en même temps d'être isolante, mais que la vapeur d'eau que ça puisse respirer, etc. On demande tellement de choses que finalement on arrive à des multicouches qui sont quand même très très ouvrageux et très compliqués, et que parfois c'est beaucoup plus simple, comme ici où on a juste une façade à laquelle on ne demande pas grand-chose, hein, juste de se mettre à l'abri du vent et de la pluie, avec des menuiseries de réemploi, même simple vitrage, et du coup à l'intérieur on a un mur qui peut être en paille enduit de terre aux deux faces, puisqu'on est à l'abri de la pluie, et au final, on arrive à obtenir des espaces qui sont intéressants, des espaces tampons, qui sont des espaces qui peuvent avoir un usage, et après, des façades qui peuvent être simples et de très très bonne qualité.
Ça nous a ensuite ouvert un peu la route vers des procédés bioclimatiques grâce à ces menuiseries de réemploi. Donc là, on l'a fait de façon assez intense sur la maison de la réserve écologique, avec des procédés, bon, on a vu les serres, les espaces tampons, les doubles façades, mais également murs trombes et protection solaire réalisées avec des menuiseries de réemploi. Là, on voit en haut à droite la serre du hangar zéro, qui est évidemment une serre non chauffée, hein, de façon à pouvoir faire de l'aquaponie. Et la photo à gauche et en bas, c'est les façades de la maison de la réserve écologique, qui sont à chaque fois des espaces tampons. Voilà. Voilà donc un exemple de mur trompe qui a été fait aussi bien sur la maison de la réserve écologique et la ferme des possibles. Bon, la mur trompe, ce n'est pas un dispositif de chauffage, mais ça permet d'apporter du confort, de la chaleur l'hiver quand il y a du soleil, et puis de la fraîcheur l'été, en utilisant la fraîcheur nocturne qui s'emmagasine dans un mur d'inertie qui est là réalisé avec des briques en terre crue. Donc en fait, tous ces dispositifs qui sont pas normalisés, qui sont pas normés, dont on a beaucoup de difficultés à établir les calculs, le fait que ça soit en ventilation naturelle a beaucoup moins de difficultés que quand on est en dispositif double flux avec des normes qui s'appliquent, qui sont elles beaucoup plus complexes. Les cheminées solaires, ici, à la maison de la réserve écologique, qui remplacent des moteurs. Donc, on est dans un truc de totalement passif, avec un tuyau peint en noir à l'intérieur d'une cheminée réalisée avec des menuiseries de réemploi, qui permet d'augmenter le flux et d'arriver à un double flux naturel, sans moteur, avec récupération de chaleur de l'air extrait, l'air rentrant par les façades doubles qui permettent justement que l'air rentrant préchauffé. Sortir du champ réglementaire, donc là c'est une autre façon de faire. Comme exemple ici, j'ai fait 4 recycleries au Havre avec des matériaux de réemploi, c'est des recycleries, donc c'était assez cohérent, en utilisant des matériaux ramassés dans l'environnement proche. Les recycleries, ça équipe en fait c'est la porte d'entrée un petit peu des centres de tri, c'est là où les citoyens, les usagers peuvent déposer des objets qui sont encore en bon état, qui peuvent être réparés, reconditionnés et redistribués aux associations qui font, que ce soit des vêtements, des jouets, des ordinateurs, des machines à laver. Là, on s'est amusé à mettre justement en avant des ressources comme la palette, qu'on a brûlée de façon à- à lui donner une deuxième jeunesse, le rendre un petit peu plus pérenne et puis surtout unifier toutes les palettes qui avaient des aspects très différents. On a utilisé également des hublots de machine à laver pour venir un petit peu apporter cette touche un peu poétique, un peu humoristique, et mettant en avant les matériaux en fait, qui sont déposés ici. Bah, en fait, sortir du champ, c'est-à-dire que le but, c'est d'obtenir du bureau de contrôle le label hors mission, tout simplement. C'est pas défavorable, c'est pas favorable, c'est juste hors mission. C'est une surfaçade, c'est pas une façade, ça participe pas au clos couvert. Donc en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut dès lors que c'est pas, ça ne participe pas au clos couvert. La même chose sur une autre recyclerie au Havre où on a utilisé les déchets minéraux eux-mêmes ramassés dans les bennes de la déchetterie, mis en œuvre dans des gabions réalisés avec des clôtures de réemploi d'une école au Havre. Donc tout ça reste au Havre, propriété de la ville du Havre. Au-delà de ça, on peut parler aussi de enfreindre la norme. Donc, on ne sort pas du cadre par ignorance, mais par lucidité et rigueur, contrairement à ce que j'ai fait à la crèche de Bréauté-Beuzeville, à éviter. Donc, l'analyse de risque, il y a le risque, on va dire, pour les ouvrages, mais il y a également le risque juridique pour nous, architectes, être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi et on ne prenne pas de gros risques et jouer avec les mots. Concernant justement cette désobéissance, un exemple sur le hangar zéro où on a des conteneurs maritimes qui normalement ne sont pas utilisables pour construire, sauf s'ils restent au rez-de-chaussée. Mais les empiler, normalement, en France, on ne peut pas faire ça parce que c'est de l'acier qui n'est pas l'acier européen, donc les eurocodes ne s'appliquent pas. Donc en fait, il faut renforcer les conteneurs pour pouvoir les empiler. Bon, ce qui est un peu enfin, c'est un peu bête, alors qu'on sait très bien qu'on peut en empiler une dizaine remplis à bloc et sur une mer déchaînée.
Donc, en tant qu'architecte, j'ai pris ma responsabilité. Je sais que ça va tenir, donc je l'ai fait, tout simplement. Il n'y a pas de... J'ai donné l'attestation de tenue à froid. Donc, d'autres exemples de matériaux qui ont été mis en œuvre sans règle au départ, c'est le fait d'utiliser la paille porteuse, comme à Rosny-sous-Bois, hein, dans ce qu'ils font à Rosny-sous-Bois, où là, c'est la ville qui prend la responsabilité de réaliser d'avoir des bâtiments qui sont non assurés, voilà, partant du fait que eux sont leurs propres assureurs. Et sinon, le réusage en tant que, on va dire, élargissement du domaine d'emploi des matériaux de construction qui se mettent clairement, totalement en dehors des techniques courantes. Déjà, le fait d'utiliser des matériaux de réemploi, c'est une technique non courante. On peut arriver à rendre courante par les astuces dont je vous ai parlé. Mais le réusage, là, par contre, on est vraiment dans quelque chose de complètement hors cadre. Et c'est là où on peut jouer sur les mots, comme la couverture en pale d'éolienne, on n'arrivera pas à obtenir des certificats prouvant son étanchéité. Donc, ce n'est pas une couverture, c'est une ombrière. Voilà, elle est là uniquement pour apporter de l'ombre. On sait très bien qu'elle sera étanche, mais on ne le dit pas, on ne le demande pas. On ne demande pas à avoir ce label, voilà, pas ce label-là, mais cette caractérisation. Pareil, si on fabrique un luminaire avec une vieille fenêtre qu'on n'a pas envie de mettre à la poubelle, bon bah voilà, on va venir la fixer devant un luminaire qui lui est agréé norme NF ou CE, et c'est plus un luminaire. Voilà, c'est juste changer son nom. Et là, le bureau de contrôle pour lui, c'est hors mission, comme sur les façades des des recycleries. Et je termine en résumant un petit peu. L'architecte, dans cette démarche, devient ingénieur du possible, arbitrer donc entre performance, sécurité et bon sens. Ça nécessite de documenter tout ça et de le rendre collectif pour que tous ensemble, on avance pour créer, pour inventer la norme, la norme de demain. Et dans cette démarche, l'expérimentation devient une méthode quand elle s'appuie sur des preuves. Et là, c'est comme ça qu'on arrive à produire la norme. Voilà. J'ai un petit peu dépassé le temps, mais on va maintenant un temps On est d'échange. très bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce premier temps de présentation. Donc, des pas de côté, pas de travers. Merci pour cette revue d'expérimentation, pour s'inventer son propre cadre et libérer sa pratique. Et comme tu le rappelais, avec humour et poésie aussi, en sachant jouer avec les mots. On vous invite à poser vos questions ou partager vos réflexions, remarques, ressentis dans le chat. Peut-être une première remarque qui nous arrive sur donc comment assurer les techniques non courantes, sur le fait qu'elles restent ces techniques courantes et non courantes restent des définitions contractuelles entre assureurs et assurés. Les techniques non courantes sont forcément assurées en décennale car l'assureur ne peut pas se soustraire à la décennale. Donc sur comment assurer les techniques non courantes. En fait, bien sûr, ça c'est en théorie. Les assureurs ne peuvent pas se soustraire à l'assurance d'un bâtiment, sauf qu'elles peuvent refuser d'assurer, en fait. Elles peuvent refuser d'assurer, généralement, c'est ce qui se passe. Mais là, je vais en parler tout à l'heure, en fait, de ça. C'est comment assurer, comment faire avec l'assureur. Mais oui, non, bien sûr, en théorie, ils doivent assurer. En tout cas, je rappelle que la MAF nous assure, nous, architectes, hein, pour tout ce qu'on fait, même en technique non courante, à condition que les entreprises soient assurées. Parce qu'il n'est pas question que l'architecte porte seul, en fait, la responsabilité d'une technique non courante. Donc, la MAF nous demande de veiller à ce que les entreprises soient assurées. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Mais j'en Mhm, parlerai aussi tout à l'heure. mhm. Et on nous dit que ça repose aussi souvent sur la confiance. Une autre question, enfin une question, les tests au feu, solidité, etc., sont faits par les entreprises, par les bureaux d'études, par des prestataires, labos ou autres? Ouais, c'est laboratoire agréé. Dans le cas d'un index, ça va être le CSTB. Dans le cadre d'appréciation de laboratoire, bon, en fait, il existe quelques laboratoires privés qui permettent de faire des tests dans tous les domaines, que ce soit la sécurité incendie, euh, tests mécaniques, mais également tests voilà, de acoustique.
euh, thermique, ventilation, etc., enfin perspirance. Mais comme je disais, c'est des tests quand même assez coûteux. Bon, il faut mettre en concurrence les laboratoires pour obtenir les meilleurs prix et les meilleurs délais, hein, parce il y a ce problème-là. Dans les ATEX, les délais sont souvent très longs. C'est de l'ordre de 6 mois à 1 an. Et on est sur des budgets, comme je vous ai dit, 40 000, mais ça peut aller jusqu'à 100 000 euros, hein, suivant les tests qu'on va demander. Là, dans le cadre d'appréciation de laboratoire, ça va de quelques centaines d'euros à quelques... Voilà, pour la cloison low-tech, par exemple, on était à 20 000. On est à 20 000 euros, mais il y a une vingtaine de tests en tout qui sont faits, hein. C'est pour être très large. Voilà mais encore une fois, on peut aussi s'appuyer sur les laboratoires internes des écoles. Il y a les écoles d'archi qui ont ça parfois, les écoles d'ingénieurs, mais aussi les universités, les IUT, qui sont très demandeurs en fait d'avoir des cas concrets en fait pour leur TP. Donc ça permet bah, que si on n'est pas sûr, de faire tester des choses, de les améliorer, de les redonner à tester, jusqu'à ce qu'on soit à peu près sûr de que notre composant soit réponde aux attentes. Et après, on le fait certifier par un laboratoire agréé. Mhm. Deux questions toujours sur cette partie assurantielle responsabilité. Vous parlez d'un dialogue avec l'assureur. À quel moment ce dialogue peut-il s'engager? Et quelle est l'attestation que l'architecte doit fournir pour assumer sa responsabilité sur une technique non courante? Bon, tu as donné des éléments déjà de réponse à l'instant. Et peut-être sur le dialogue avec l'assureur, de ton expérience? Ah bah c'est dès le début. En fait, si on veut pas arriver dans une impasse, c'est pas avant le chantier qu'il faut négocier avec l'assureur, c'est dès le début. Il faut impliquer, bon, c'est la même chose pour le bureau de contrôle, mais je vais en parler tout à l'heure précisément aussi, comment convaincre. En fait, c'est dès le départ, il faut les impliquer. Il faut en faire des partenaires. Alors dire, on va Mhm, faire ça, c'est super, on va changer les règles. Et il ne faut pas s'adresser au simple assureur du quartier, faut s'adresser à la direction générale, en fait, sinon ça passe pas. mhm, Il n'y a pas de négociation possible avec les assureurs. Il faut juste les emmener. Et s'ils veulent pas venir, bah, on en cherche un autre. Mais il y a des assureurs quand même qui sont plus ou moins ouverts à ça. mm. Ah oui, ils sont quand même l'adresse d'assureur. Ah, tu parlais aussi de l'importance de capitaliser un peu sur nos expérimentations respectives pour créer de nouvelles normes. Est-ce que, par exemple, les tests que tu as réalisés ou qui sont réalisés sur les cloisons réemploi, toiles de jute, terre, sont partageables? Bah, elles le sont pas parce que les tests sont pas encore faits. On a Ouais. juste fait des tests avec, donc je vous ai parlé, avec l'université du Havre. Mais sinon, dès qu'on a les tests finaux, on sait qu'ils seront positifs, bien sûr, on va les partager. C'est le but de notre travail, là, hein, c'est de rendre en open source la possibilité de réaliser ces cloisons avec des tests fiables, des tests agréés qu'on donne au bureau de contrôle pour qu'ils puissent donner un avis de chantier, à condition d'appliquer exactement la même chose que nous. Parce que c'est ça Mm. un petit peu la limite de cet exercice, c'est que ça ne marche que si on fait exactement la même chose. Si on dévie un petit peu, autrement dit, il faut que ce soit des sacs de café, ou alors nous, on va essayer d'élargir en essayant avec des vieux jeans, en essayant avec... donc à nous aussi de le faire avec différentes dalles de faux plafond, différentes origines de bois, etc., de façon à rendre la chose la plus large possible. Mais c'est la limite quand même de ça, c'est qu'il faut rester dans un cadre très précis. Une Et ques- Pardon, sur la tenue structurelle des containers sur lesquels vous avez engagé votre responsabilité, Oui. cette attestation a-t-elle un nom? Ah bah là, c'est l'attestation de tenue à froid que peut demander la commission de sécurité. Euh, Sachant qu'un calcul de bureau d'études n'a aucune valeur, enfin pour un bureau de contrôle, dès lors que l'acier, les conteneurs, il faut savoir que c'est de l'acier, c'est de l'acier américain, donc c'est quand même on imagine du bon acier, enfin américain, la plupart des conteneurs l'acier est fabriqué aux US et assemblé en Chine. La plupart voilà. Donc, en fait, c'est pas, il n'y a rien d'européen là-dedans. C'est pas de la construction. C'est du maritime, ça dépend du code maritime. Donc nous, architectes ou constructeurs ou maîtres d'ouvrage, on ne peut pas utiliser ça en les empilant, en disant voilà, ça a résisté.
Voilà, un conteneur plein, ça fait 30 tonnes, hein. Quand il est le dernier tout en bas de la file sur 8 étages, chaque conteneur porte 240 tonnes sur ses quatre coins. Nous, ils sont vides, nos conteneurs. On met quoi? 3-4 personnes, plus un bureau et deux chaises. C'est rien. Donc évidemment que ça tient. Donc évidemment que je prends aucun risque à dire que ça va tenir. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et personne ne me prend pour un fou quand je fais ça. Et je pense pas que la MAF va me tirer les oreilles parce que j'ai fait quelque chose qui est pas bien. Euh, c'est une attestation de tenue à froid, tout simplement. Mhm. On sait bien qu'en cas d'incendie, par contre, tout part en... Tout, évidemment, c'est de l'acier, hein. Mais c'est pas... J'en parlerai tout à l'heure sur le hangar zéro. Et toujours sur cette question de partage des pratiques, est-ce que tu sais s'il existe un site qui recense les ATEX? Ah non, ça je sais pas. Effectivement, alors il faut savoir qu'un latex, c'est sur un produit particulier qui n'est pas forcément un produit en vente. Enfin, il y en a, mais ça peut être aussi un produit qui n'est pas, voilà, qui a été fait pour un ou des projets particuliers, qui n'est pas forcément réplicable. Un ATEX, c'est valable pour un certain nombre de chantiers. Enfin, il y a les ATEX A, B et C. Ne me demandez pas ce que ça veut dire exactement, je n'en sais rien. Mais je sais que c'est une montée en puissance, en fait, un avis technique valable que pour un chantier ou alors plusieurs chantiers et pendant un certain temps. Voilà, il y a une date de péremption. Un peu comme un peu comme les avis techniques habituels, d'ailleurs, hein. Ils ont tous une péremption. Mhm. On nous indique qu'il y a certains ATEX de projets réemploi qui sont partagés sur le site de la structure du Centre de ressources ville et aménagement durable et que le site du CSTB, évaluation, répertorie les avis techniques et les ATEX aussi. Oui, pour le réemploi en particulier, il y a effectivement des fichiers et des sites qui répertorient, hein, toutes les expériences qui sont faites avec les matériaux de réemploi. Voilà, et cette bulle y participe aussi. Sans doute pas avec la même rigueur, mais là, en fait, un excès de rigueur est parfois aussi un frein. Donc là, effectivement, dans ma pratique, moi, c'est d'en faire beaucoup et vite sur plein de projets, quoi, pour essayer d'explorer un peu le maximum de choses. Je laisserai aux autres le soin d'apporter plus de rigueur, peut-être, dans la démarche. On a un partage des différents types d'ATEX dans le chat. Donc, merci Parfait. à Jeanne Claire qui a partagé l'info. Et on va passer à la partie 2 de ta présentation, si tu en es d'accord. Oui. Donc, sur du retour d'expérience de terrain d'innovation où les pratiques s'inventent. Et on se retrouve sur ce même temps d'échange à l'issue de cette deuxième partie. Ok, donc la partie 2, c'est effectivement en fait, comment faire, parce que tout ça peut paraître compliqué ou un peu périlleux. Il y a certaines en fait, conditions pour arriver à rendre ça plus simple. Quand on ne peut pas changer le monde, bah, on s'extrait, on fait le pas de côté et pas le pas de travers. C'est de créer un environnement fertile en fait, autour de chaque projet pour en fait, le mettre en lien euh, et faire en sorte qu'il y ait, on va dire, un environnement favorable en fait, du fait d'un réseau. Et en fait, mettre en lien toutes ces expériences alternatives, une fois le réseau constitué, enfin, il se constitue, il existe déjà, hein, entre les tiers-lieux, entre les éco-constructeurs, entre les différentes, on va dire, les différents réseaux elles-mêmes, terre crue, paille, matériaux de réemploi, etc. C'est de mettre en lien ces expériences alternatives et combler les vides ensuite pour remplacer petit à petit le système. Donc ça, c'est la stratégie un petit peu comment y arriver, comment changer le monde. Bon, bah, c'est de le faire petit à petit, par expérience, qu'on met en réseau et qu'ensuite on essaye de relier au sein de ce filet, bah, après on remplit les vides et on arrive finalement par le bas à changer les choses. Donc ces points on va dire, de convergence, moi, souvent on les appelle des tiers-lieux, qui
souvent prennent la forme de fermes urbaines ou de recycleries ou d'espaces de coworking, on va dire un petit peu ouverts et ouverts à des pratiques alternatives. C'est des espaces d'autonomie, donc autonomes, qui ne dépendent pas on va dire, de collectivités territoriales ou d'entreprises, de grosses entreprises. C'est un lieu où se croisent un petit peu tous les métiers de l'artisanat, l'engineering, la maîtrise d'œuvre, les habitants du quartier, des commerçants, des artistes, etc. Et c'est une approche systémique qui, en fait, sur tous les domaines d'intervention, de conception, expérimentation, production, pour transmettre à la fin. Et tout ça dans une gestion, on va dire, coopérative et avec une démocratie directe. Ça ne marche pas de façon verticale ou pyramidale. On n'arrive pas au même résultat. Même si la démocratie directe, c'est plus long, c'est plus compliqué. Une fois les règles acceptées par tous, on est sûr elles sont pas discutées et on peut avancer. Donc, créer ces lieux d'expérimentation, je vais vous en présenter trois euh, que, auxquels j'appartiens, plus particulièrement au Hangar Zéro, dont je suis à l'origine. C'est un établissement recevant du public expérimental, avec une gouvernance collective. Il y a la ferme des possibles à Stein, où je vous montrer quelques images, qui est pour le client qui est une coopérative, la coopérative Nova Edia est un projet de territoire. Il l'a défini comme un projet de territoire avec une architecture vivante, dans la mesure où cette architecture est réalisée avec des matériaux du territoire lui-même, des matériaux de réemploi, mais également la terre du terrain et la terre nourricière de cette ferme. Donc avec beaucoup de sens et de façon à éclairer, on va dire, le monde autour de lui. Et en parlant d'éclairage, le phare, qui veut dire pôle d'hébergement d'activités à rayonnement écologique et social, qui est une coopérative qui regroupe des associations et des entreprises d'insertion. Et le projet justement de surélévation de ce bâtiment a voulu être en 100% insertion en utilisant des techniques non courantes, qui sont le plus souvent justement des vecteurs d'insertion quand c'est réalisé par des entreprises. Donc pour marcher ces projets, il faut qu'ils soient d'intérêt collectif. Et reconnu d'intérêt collectif, ça permet d'avoir l'appui, de pouvoir avoir en fait, des subventions, ou même ça peut marcher sans subvention, mais l'intérêt, c'est d'avoir quand même la reconnaissance des autorités, des collectivités. Et donc ça, c'est important. Par exemple, pour pouvoir faire un bail amphithéotique administratif, pour pouvoir reprendre une friche, par exemple, sans être obligé de l'acheter, mais pouvoir y faire un peu ce qu'on veut en correspondant justement à cette notion d'intérêt collectif. Et ça permet également de mieux fédérer le réseau d'acteurs autour du projet. Donc cet environnement propice autour du projet doit aussi sortir de la logique de recherche de profit, parce que la recherche de profit, c'est finalement un frein, puisque ça nous oblige à faire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec les valeurs, avec les valeurs du lieu. Et c'est précisément ces valeurs qui permettent d'aller loin dans une intensité, une exemplarité qui n'est pas une recherche de performance. À ce sujet de performance, il y a Olivier Hamon qui en parle très bien dans ses ouvrages sur la robustesse. La robustesse, c'est comment un système peut survivre à des crises et revenir à son équilibre. Et souvent, ces systèmes sont des systèmes qui ne sont pas forcément des systèmes performants. Dans la nature, la performance n'existe pas. Tous les systèmes biologiques, enfin lui, Olivier Hamon est biologiste, hein, donc il sait de quoi il parle, que dans la nature, les systèmes robustes, les êtres vivants sont généralement pas ils sont pas dans la performance ou dans la recherche de performance. Ce qui est performant est fragile le plus souvent. Ça, c'est un petit sociogramme qui redit la même chose, hein, le projet écologique, l'intérêt collectif, intensité, exemplarité, le mode coopératif, non pas le profit, mais la recherche d'intensité dans l'écologie et le social, et la recherche également de détendre le cadre réglementaire pour justement s'ouvrir à des techniques non courantes. Alors, comment est-ce qu'on détend le cadre réglementaire? En agissant sur le programme en amont, hein, ne pas partir dans des impasses.
Si c'est de la construction neuve ou de la surélévation, bon, bah, on évitera de dépasser le seuil fatidique des 8 mètres. Le dernier plancher à 8 mètres, ça veut dire qu'on aura des contraintes de tenue au feu, de résistance au feu, également d'isolement, qui sont parfois rédhibitoires par rapport à des matériaux dont on ne peut pas prouver qu'ils ont ces caractéristiques-là. Pas de locaux à sommeil et pas de plus de 200 personnes du public. Je parle bien du public, hein. C'est-à-dire que le hangar zéro est en cinquième catégorie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir plus de 200 personnes du public, mais il peut y avoir 200 personnes des travailleurs, hein, les membres de la coopérative qui sont là, dont mon agence, on ne compte pas dans les 200. Donc ça, c'est important. Si on n'arrive pas à le faire, il faut saucissonner le programme, rendre indépendant différentes parties du projet, de façon à ce que, voilà, s'il y a des locaux à sommeil, bon, bah, il faut que ce soit un bâtiment à part ou une partie du bâtiment mais bien isolée du reste. Et de façon générale, essayer d'aller le plus possible quand on a du code du travail, ne pas avoir plus de 8 mètres, parce que là, en code du travail, les bâtiments qui ne reçoivent pas de public, donc dans les étages qui sont à moins de 8 mètres, c'est il y a très peu de règles qui s'appliquent, notamment les règles AM8 sur la réaction au feu des matériaux ne s'appliquent pas. Et autre détente du cadre réglementaire qui est quand même assez contraignant, c'est la réglementation thermique. On est tous pour la réglementation thermique, bien sûr, mais il y a quand même parfois des règles qui sont assez contraignantes. Euh, bah, le moyen d'y échapper, c'est de ne pas chauffer les locaux, hein. Dans ce cas-là, il y a pas il y a pas de règles qui s'appliquent. Tous ces projets ont généralement pour point commun les chantiers participatifs. Les chantiers participatifs, ça permet justement de pouvoir mettre en œuvre des matériaux ou des techniques que les entreprises ne pourraient pas faire parce qu'elles ne voudront pas le faire, elles ne seront pas couvertes. Par contre, si c'est réalisé par le maître d'ouvrage lui-même, bah, il emporte lui-même la responsabilité, bien sûr. Bon, là, je montre que c'est surtout des enduits en terre souvent, mais ça peut être aussi bah, la pose de revêtements, la peinture, enfin, tout ce qui n'est pas d'ordre décennal, on va dire, et même la réalisation de cloisonnements, de plafonds, etc., dès lors que ça ne participe pas à la, on va dire, à la tenue du bâtiment, en tout cas pas de caractère décennal. Et l'avantage de ces chantiers participatifs, bah, c'est de fédérer plein de gens autour du projet, en fait. Que ce soit les futurs utilisateurs qui prendront ainsi soin de leur bâtiment auquel ils auront participé, mais également le voisinage ou les futurs usagers, les habitants, et là, bah, beaucoup, souvent aussi des étudiants en architecture ou des jeunes architectes qui souhaitent apprendre des nouvelles techniques. Pour revenir sur l'histoire du hangar zéro, ça part d'une COP aussi, également. Ça parle de la COP 21 à l'époque, Paris, et c'était le mouvement donc, des Alternatibas qui s'était créé pour un petit peu contre, non pas contre les COP, mais pour dire qu'on n'attend rien des COP, on n'attend rien des gouvernements. Et le but, c'était à travers des villages des alternatives qui montraient un peu toutes les alternatives concrètes qui existaient sur les territoires. Il y en a eu 150 en Europe comme ça. Et donc moi, j'ai participé au village des alternatives au Havre en 2015, au moment de la COP 21 où bah, je m'occupais du quartier éco-construction, hein, du village. Et c'est à la suite de ça où on a souhaité pérenniser ce village des alternatives qui avait réuni bah, des gens un petit peu de tous les domaines, de l'économie circulaire, de l'agriculture urbaine, du système d'échange libre, des monnaies locales, des Fab Labs, etc., de les réunir en un même lieu. Et c'est au moment où il y a eu un réinventer la Seine, à la suite de réinventer Paris, avec une cinquantaine de sites entre Paris et Le Havre. Et nous, voilà, on a préempté le dernier, le plus en aval, le hangar O, qu'on a rebaptisé hangar zéro, pour zéro déchet, zéro carbone, zéro exclu, qui est un laboratoire réellement de la bascule écologique, dans lequel bah, on met en œuvre, voilà, qui correspond à ce que j'expliquais tout à l'heure, un cinquième catégorie sans locaux à sommeil, plancher à moins de 8 mètres, d'où la possibilité d'expérimenter plein de choses. Donc c'est un lieu dédié à l'économie circulaire, prioritairement, hein. On réunit en fait des acteurs. Les déchets des uns sont les ressources des autres. Là, vous voyez la serre, qui est une serre d'aquaponie, avec élevage de truites, et également euh,
maraîchage de saison sous serre. On arrive à 70% de taux de réemploi avec les conteneurs, avec nos cloisons low-tech, avec toutes les fenêtres de réemploi qui ont permis de créer la serre, mais également tous les aménagements intérieurs, y compris électricité, ventilation, plomberie. Là, c'est une expérience. Alors pour moi, c'est un peu un laboratoire dans lequel je peux expérimenter plein de trucs sans risque. Là, c'est une expérience que je voulais mettre en avant parce que je cherche toujours un projet sur lequel le faire. C'est l'idée de bardage réalisé avec des tissages de lames de volets roulants en aluminium, de volets roulants, parce que c'est une ressource qui est malheureusement en cas de rénovation thermique, on dépose les fenêtres. Bon, la plupart vont être, le verre va être recyclé. Le bois ou le plastique, il va brûler ou il va être recyclé. Par contre, les lames de volets roulants en aluminium, celles qui sont en aluminium, bah, elles vont être enfouies. C'est comme c'est comme les dalles de faux plafond ou les pales d'éoliennes. C'est des déchets ultimes. On va pas séparer l'alu de la mousse polyuréthane qui est à l'intérieur. C'est trop cher. Donc voilà, peut-être qu'un jour on le fera, hein, peut-être que ça sera, on trouvera un procédé, mais en attendant, c'est une ressource qui est quand même formidable, parce que c'est thermolaqué, ça permet c'est des lames souples, qui sont solides, qui résistent au vent, vraiment à toutes les intempéries, puisque c'est fait pour ça. Et il y a la possibilité de réaliser vraiment des. Donc là, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu d'essai de laboratoire parce que tous les projets sur lesquels je voulais les faire, ça a été refusé au stade du permis de construire. Peut-être parce que je me vantais d'utiliser en réemploi des lames de volets roulants et qu'il ne faut pas parler de ça. Il faut dire qu'on va faire un tissage de lames en aluminium thermolaqué, tout simplement. C'est pas la peine de dire que c'est des lames de volets roulants. Quand la preuve est faite, après avoir fait les tests de laboratoire, après avoir réalisé un ouvrage complet, après des années on va dire, de mise en situation, si la preuve est faite, bah, le marché s'ouvre petit à petit et la norme suit. C'est ce qui s'est passé avec la paille, par exemple. La paille, au départ, c'était une affaire d'autoconstructeur depuis les années 70-80. Et c'est petit à petit, en montrant aux autres comment faire, qu'il y en a qui se sont spécialisés, qui se sont professionnalisés, et c'est une fois ensemble qu'ils ont commencé à éditer des règles professionnelles qui ont fini par être considérées comme une technique courante. Voilà. Donc c'est exactement le même chemin qu'il faut suivre. C'est un mouvement qui vient du bas, donc enfin, c'est pas, ça ne va pas venir d'en haut, hein, et c'est souvent à travers justement des collectifs qui sont réunis dans des tiers-lieux que petit à petit, ça peut s'institutionnaliser. Ce qui est non courant aujourd'hui sera la norme de demain. Voilà. Alors, on arrive justement au chapitre important de comment convaincre, parce que tout ça, c'est possible que si on arrive à convaincre. Déjà, convaincre un client. Bon, l'avantage de réaliser soi-même un tiers-lieu, d'en faire partie et d'être l'architecte du lieu, y compris, moi, dans mon cas, le hangar zéro, je suis architecte bénévole. En échange de ça, bon, j'ai mon lieu, j'ai mon laboratoire, c'est génial, donc j'en profite. C'est une manière de me rémunérer finalement. Voilà, mais tous les clients évidemment ne sont pas comme le hangar zéro. Donc convaincre le client, bon, ça ça va vraiment dépendre du client. Si c'est un politique, généralement l'emploi local, ça marche à tous les coups. Le fait de mettre en avant des techniques qui sont des techniques qui mettent en œuvre des matériaux locaux, qui aident des entreprises d'insertion à faire de la dépose sélective ou faire du montage bah, comme la cloison low-tech, par exemple, ça pourrait très bien être une entreprise d'insertion qui le fasse. Bon, tout ça, c'est assez convaincant. Il y a aussi bah, la performance qu'on peut obtenir grâce à ces matériaux qu'on ne pourrait pas avoir avec des matériaux neufs parce que ça coûterait trop cher. Comme tous les dispositifs bioclimatiques que je vous ai montrés, avec des fenêtres de réemploi, on peut le faire parce que c'est des fenêtres de réemploi qu'on a gratuitement avec des assemblages simples auxquels on ne demande pas beaucoup de performance. Dans ces cas-là, ça devient possible. Euh, donc, en fait, il y a plusieurs biais utilisables. Il faut rarement parler d'écologie, malheureusement, parce qu'on sait que c'est un sujet clivant. Il vaut mieux parler voilà, d'intérêt économique, de performance, de confort.
comme la terre crue. Voilà, c'est pas une technique courante, hein, la terre crue, c'est pareil. Mais pour convaincre, on va apporter en fait des notions de performance, des notions de sens également, de sens philosophique, hein, d'utiliser la terre du site. C'est quand même, dans le cas par exemple de la maison de la réserve écologique ou de la ferme des possibles, plutôt là c'est vraiment la terre du terrain, la terre nourricière d'une coopérative d'agriculture. Bon, pour le client, donc c'est quelque chose. Le contrôleur technique, bah, c'est parfois un petit peu plus compliqué. En tout cas, dans tous les cas, sur un projet où vous décidez de mettre en œuvre des techniques non courantes, il va falloir participer au choix du contrôleur technique. Si vous arrivez après, et que le contrôleur technique est déjà là, c'est foutu. Enfin, c'est pas foutu, on ne sait jamais, ça peut bien se passer, mais généralement, c'est pas, on va dire que c'est pas très bien parti. Il vaut mieux choisir le contrôleur technique, auditer plusieurs contrôleurs techniques, leur expliquer ce qu'on va faire, et puis en faire un partenaire ensuite. La technique de contourner l'obstacle en jouant avec les mots, bon, ça, je vous en ai parlé. Et sinon, si vraiment ça coince, bon, bah, c'est faire intervenir un autre contrôleur technique. Voilà. L'assureur, bon, c'est un peu comme le contrôleur technique, c'est-à-dire qu'il va falloir l'intégrer le plus tôt possible dès les études, expliquer ce qu'on va faire. S'aider d'un courtier, c'est ce qu'on a fait pour la maison de la réserve écologique. Bon, il connaît bien tout le réseau, il sait déjà à qui s'adresser. On a notamment la SMA BTP, puisqu'il faut que l'assureur, nous, la MAF, il n'y a pas de problème, elle va nous assurer, mais à condition que les entreprises soient assurées. Donc là, la SMA BTP est assez, avec sa filiale Socabat, c'est pas qu'ils se spécialisent, mais ils prennent la loi AGEC notamment comme une loi appliquée. Et eux, assureurs, doivent appliquer la loi. Si la loi nous dit il faut du réemploi, je vois pas comment les assureurs peuvent bloquer. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord entre eux pour créer le cadre. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais parmi eux, il y a la SMA BTP qui est assez ouverte, on va dire, à ces techniques-là, à condition d'en faire un partenaire et de leur expliquer très tôt ce qu'on va pouvoir faire. Et comme je disais tout à l'heure, s'adresser aux directions générales et non pas aux petites agences de quartier. J'ai rien contre les agences de quartier, mais c'est juste, voilà, ça risque d'être très compliqué et eux, de toute façon, vont se référer à leur direction. Les entreprises, bah, finalement, c'est les plus faciles à convaincre parce que, elles- notamment pour les matériaux de réemploi, par exemple, pour elles, c'est du bon sens. Depuis toujours, elles font d'ailleurs ça pour les ouvriers qui participent à une déconstruction, ils gardent plein de trucs pour construire chez eux, hein. C'est évidemment. Ça se fait depuis toujours. La seule chose, c'est elles peuvent avoir peur, notamment pour les risques assurantiels. Donc, c'est pour ça que si on jalonne dès le début des études, donc bien avant qu'elles arrivent, tout le processus pour les rassurer et éviter qu'elles baissent les bras devant des difficultés, il faut construire un récit mobilisateur, c'est-à-dire montrer qu'on les emmène dans on va dire, une aventure, mais une aventure positive, voilà, qui va bien se terminer et qu'on fixe un cap, aller vers ça, mais pas forcément avec une obligation de résultat. C'est plus une obligation de moyens, et en tout cas, je préfère dire, moi, une obligation d'essayer. On a l'obligation d'essayer. En conclusion, bah, je dirais que tout ça, c'est pour replacer l'intérêt du vivant au-dessus de l'intérêt assurantiel. Donc on a ce devoir de participer à ça, de combattre l'immobilisme présent. Enfin, c'est à nous, on va dire maîtres d'ouvrage, architectes, maîtres d'œuvre, etc., tous les acteurs de la construction, à nous mobiliser pour ça. Quand je parle d'indiscipline, c'est un peu un mot au but voilà, pour choquer et pour montrer que effectivement on fait le pas de côté et que c'est pas normal. On ne devrait pas faire ça. C'est aux assureurs, c'est aux lois de s'adapter aux pratiques nécessaires plutôt qu'à nous à essayer de se tordre dans tous les sens pour arriver à faire ce qu'il faudrait faire. Une indiscipline inconstructible, constructive, responsabilité active et non-conformité passive. C'est une façon de dire aussi que voilà, le truc est non conforme, mais c'est comme ça. Et on le revendique. Et en tout cas, on fait tout pour que ça soit quelque chose qui tienne dans le temps et qui soit reproductible. Et là, bah, c'est un appel à agir pour créer la norme, former, documenter, mutualiser tous ensemble nos expériences. Et je finirai en disant que l'innovation ne consiste pas à inventer du nouveau, mais à rendre possible autrement.
C'est François Julien qui a dit ça, c'est un philosophe. Merci Merci. beaucoup, Frédéric, euh, sur cette ouverture et sur le côté aussi concret de faire autrement et d'avoir mis en avant aussi cette construction en réseau, mais robuste pour la mise en réseau des lieux d'expérimentation un peu sentinelles sur ces nouvelles façons de faire. Déjà quelques remarques ou questions. Sur les questions, on a eu pas mal de remarques sur les chantiers participatifs, mais tu en as parlé. Euh, Sur le risque de l'architecte, oui, certainement. pour le risque de l'architecte, oui. Oui. Bah, encore une fois, il y a une analyse du risque à faire. Je prends l'exemple, par exemple, des enduits en terre. Qu'est-ce qu'on risque, en fait, en tant qu'architecte, à encadrer? Alors, d'abord, on n'est pas obligé d'encadrer. Moi, je le fais parce que j'aime beaucoup mettre les mains dans la terre et puis communiquer cet amour de la terre. En fait, à faire des enduits, on risque rien. C'est pas décennal, ça n'a pas de, c'est décoratif. Si l'enduit est mal fait, bah, on refera un chantier participatif pour le refaire. Il y a pas d'incidence, il n'y a pas de risque. Euh, S'il y a plus de risques au niveau de la mise en place de bottes de paille, donc là, je ne recommande pas aux architectes effectivement de faire des chantiers participatifs où ils poseront eux-mêmes la botte de paille en montrant comment ça se fait. C'est plutôt de demander aux charpentiers pailleux de le faire. C'est-à-dire que eux font, s'aident de bénévoles qui sont là pour faire avec lui, pour montrer comment on refait une bottelage de paille, etc. Et c'est l'entreprise qui a la responsabilité de son ouvrage dans ce cas-là, que ça soit fait par lui ou par lui et des bénévoles, c'est pareil. Lui, il porte la responsabilité décennale. Moi, en tant qu'architecte, bah, je suis présent également, mais je ne suis pas responsable de la pose des bottes, même si je suis architecte. De toute façon, comme dans tout litige, quand il y a les architectes et les entreprises, les architectes prennent toujours leur part. Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ça change rien. On n'est pas dans, il y a pas de risque particulier, on va dire, sur ce type d'ouvrage, dès lors que les entreprises sont, alors soit des ouvrages non décennales, dans lesquels bon bah c'est pas il n'y a pas de conséquences, enfin surtout si c'est des choses comme de la décoration ou des revêtements. Et puis dans le cas où c'est décennal, comme les bottes de paille, bon bah c'est de faire en sorte que les entreprises soient présentes et surtout qu'elles soient moteurs et qu'elles soient, bien sûr, c'est à anticiper. Il y avait une question sur, quand tu parlais de convaincre le bureau de contrôle, une question de précision, parle-t-on de l'assureur dommage ouvrage ou du maître d'ouvrage? Quand tu parlais justement de ces différents acteurs à embarquer dans l'aventure. Ah bah, l'assureur, pardon, le bureau de contrôle, il est désigné par le maître d'ouvrage, hein. Donc, il ne fait pas partie de la maîtrise d'œuvre, si c'est ça la question. Euh, En tout cas, l'idée de participer au choix du bureau de contrôle, je pense qu'on est quand même les mieux placés. C'est quand même le maître d'ouvrage in fine qui choisit son bureau de contrôle, mais on peut être là pour conseiller et surtout attirer l'attention sur certains ouvrages on a prévu de faire, même si on en est encore qu'au stade des esquisses, parce qu'à mon avis, c'est vraiment, même avant même de tirer un trait, c'est déjà au stade du programme, savoir ce qu'on va pouvoir réaliser, qu'est-ce qui serait cohérent avec le programme, de mettre en œuvre des matériaux de réemploi ou des matériaux bio-géosourcés qui ne disposent pas qui ne sont pas des techniques courantes. Bah, c'est à ce stade-là qu'il faut consulter les bureaux de contrôle. Voilà, Mm. Oui, c'était effectivement. c'est aussi bien pour la décennale l'assurance dommage ouvrage, hein, ça se recouvre. Mm, mm. Une question sur comment récupérer ou collecter les objets de réemploi, menuiserie par exemple. Comment être sûr de l'existence d'un stock? Et là, je me permets aussi de proposer de visionner la bulle précédente sur le réemploi qu'on a organisée la semaine dernière avec Clara Simet et avec Joanne Boachon, précisément sur le réemploi, avec plein de... enfin, un peu de méthode et pas mal de retours d'expérience. Et si tu peux t'exprimer par rapport au projet que tu as présenté.
Alors, trouver des menuiseries extérieures de réemploi, ça c'est très très facile parce qu'il y a quand même énormément encore de chantiers de rénovation thermique, de tours, de bars, mais même de maisons, enfin voilà, à toute échelle. Et tout ça part à la benne, hein. Enfin, je veux dire, la loi AGEC nous oblige et tant mieux, à réemployer, mais pour l'instant, dans les faits, on réemploie 0,1% des matériaux qui sont déconstruits. Mm. Quand je dis réemployer, c'est vraiment au sens strict du réemploi. Évidemment, il y a une grande partie qui est recyclée, heureusement, mais on doit normalement donner la priorité au réemploi. En tout cas, il y a des plateformes de matériaux de réemploi qui existent. Par contre, bon, ça va être payant, c'est normal. On achète un service, hein, une plateforme qui se spécialise, par exemple, dans les menuiseries. Voilà. Donc, elle va collecter les menuiseries, elle va les stocker, elle va éventuellement les reconditionner, les réparer et puis ensuite les revendre. Mais en fait, nous, en tant qu'architectes, on a la possibilité sur nos propres chantiers. Enfin, moi, je fais beaucoup ça, hein, de transfert. Si je ne peux pas faire un réemploi in situ de menuiserie extérieure parce qu'il n'y en a pas le besoin ou il y en a pas. Enfin, s'il n'y a pas le besoin, je vais essayer de créer le besoin. S'il y a beaucoup de menuiseries de réemploi qu'on a déposées, bah, je vais essayer justement en profiter pour faire des serres de pieds d'immeuble, de faire des serres bioclimatiques sur les toits, sur les terrasses, etc., pour favoriser la ventilation naturelle ou faire voilà, fermer des espaces, des préaux. Enfin, il y a toujours moyen de faire plein de choses en in situ, mais sinon, bah, les envoyer sur un autre chantier, en fait. C'est ce que j'ai fait au Hangar Zéro. On avait trop de fenêtres pour faire notre serre. Et ben, je les ai gardées. Je savais que j'avais mon chantier à Épinay-sur-Seine. Et en fait, vous n'avez peut-être pas reconnu, mais c'est les mêmes fenêtres. Même fenêtre de la serre du Hangar Zéro qui est au Havre et Épinay-sur-Seine. Alors, c'est pas bien de transporter les matériaux aussi loin, mais c'est quand même c'est mieux que de les mettre à la benne. Et les menuiseries d'emploi, c'est quand même assez facile à trouver. Le plus compliqué, ça va être de pouvoir les stocker. Voilà, de trouver un moyen de stockage. Le mieux, c'est d'organiser le flux tendu, c'est-à-dire d'être là pour les récupérer au bon moment, au moment où elles vont être déposées en pied d'immeuble. Et là, les entreprises qui ont déposé, elles donnent, hein, voilà, elles s'en débarrassent, on les prend et on va les reposer directement. Ou alors, ça va chez l'entreprise qui va les reconditionner, les retailler, etc., au niveau des jets d'eau, pour les mettre en œuvre ensuite sur une façade vitrée. En fait, il n'y a pas de cas particulier, mais c'est pas compliqué de trouver des menuiseries extérieures de remploi. Ce qui va être compliqué, c'est plutôt d'organiser la chaîne d'approvisionnement autour, et puis la partie stockage et la partie, enfin, tout ce qui relève de la logistique. C'est plus ça. Mm. Mais s'approvisionner, non, il n'y a vraiment pas de difficulté. En parallèle de ce volet important qu'est le réemploi, il y a le volet aussi de l'insertion. Est-ce que tu pourrais donner quelques infos sur le projet phare, notamment à ce sujet? Ouais, alors le phare, bah, le projet démarre, là, ça y est, avec Palabre, agence d'architecture Palabre. J'étais mandataire au début de ce projet-là. Maintenant, j'avais trop de travail et puis j'ai laissé à Palabre le soin de s'occuper du chantier. Et moi, je continue à suivre uniquement la partie insertion et la partie technique non courante et notamment tout ce qui est réemploi. Bah, l'idée en fait des entreprises d'insertion, c'est vrai que toutes les techniques non courantes qu'on peut considérer comme des techniques d'avenir, c'est-à-dire enfin, les bonnes techniques non courantes, hein, qui sont promises à l'avenir, bah, c'est souvent les entreprises d'insertion en fait qui sont pionnières dans le domaine parce que le but de l'insertion, c'est justement brasser des nouveaux métiers pour trouver plus facilement des places à des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui ont du mal à trouver dans des filières bah, qui sont déjà, on va dire, bien prises et bien. Voilà, les filières d'insertion sont des filières, enfin, tout ce qui est technique non courante, c'est des techniques d'avenir, donc ouvertes, donc tout à fait adaptées pour des entreprises d'insertion qui ont aussi souvent pour elles, la notion de risque, elle est moins importante que le fait d'insérer les gens. Et donc, on a souvent affaire à des entreprises bah, qui acceptent de prendre certains risques qu'une entreprise ordinaire ne ferait pas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises d'insertion bah, qui disparaissent à cause de ça. En fait, moi j'ai travaillé avec depuis 1920. Malheureusement, ils ont été liquidés. Avant ça, il y a eu Apishbat, Apishbat Construction, qui a également été liquidé. Il y a plus que maintenant la partie insertion, formation. Mais sinon, c'est vrai que malheureusement des entreprises qui ont des durées de vie assez limitées, mais elles sont remplacées par d'autres. C'est, et ça permet bah, justement de continuer.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il y avait un objectif de 100% insertion. Oui, alors l'objectif 100% insertion, on sait bien que ce n'est pas possible. 100% insertion, ça veut dire 100% de ce qu'on peut faire en insertion, on va le faire en insertion. C'est sûr que l'ascenseur qui, pour l'instant, distribue 2 niveaux, on va lui faire distribuer 2 niveaux supplémentaires. C'est pas une entreprise d'insertion qui va faire ça. C'est un ascensoriste et puis lui, il nous dit, bah moi non, je peux pas prendre de personnes en insertion. J'ai pas, on est dans notre cabine, on a tout un travail à faire qu'on peut pas transmettre comme ça. Donc évidemment, il y a des parties qui sont pas possibles en insertion, mais sinon tout ce qui peut l'être le sera et c'est le cas. Une dernière question pour conclure. Est-ce qu'il existe une formation sur le cadre réglementaire avec le prisme de détendre le cadre? Et je me permets de parler de ce qu'on fait notamment ensemble en formation DDQ, où c'est vraiment l'objectif sur 20 jours en balayant les sujets de façon assez large. Aussi bien à l'échelle de l'aménagement qu'à l'échelle du bâtiment, comment est-ce qu'on s'affranchit, comment est-ce qu'on fait ensemble autrement, comment est-ce qu'on explore ces alternatives très concrètement pour viser une autre façon de pratiquer face à cette, notamment à l'urgence climatique. Et j'en profite aussi pour préciser, tu as beaucoup parlé des tiers-lieux, des recycleries, c'est des lieux qu'on investigue aussi pas mal en formation quand on fait des modules spécifiquement sur la terre, le réemploi, l'adaptation au changement climatique. En voyage d'études aussi, voilà, on a aussi cette vocation à participer à la construction de ces réseaux pour cette nécessaire bascule écologique dont tu as parlé, Frédéric. Donc voilà, si tu souhaites t'exprimer sur le sujet, donc sur le cadre réglementaire avec le prisme de détendre le cadre. Bah, j'ai résumé dans une slide en fait les quelques points majeurs. En fait, ça suppose pour l'architecte, en tout cas les concepteurs, de bien connaître la réglementation, savoir quelles sont les impasses en fait. Et ça, l'idée, c'est d'agir dès le programme. Donc ça suppose qu'on soit presque en amont de la. Ça peut pas se faire dans le cadre d'un concours où on arrive, où le programme est déjà tout fait et on ne peut pas y déroger. Ou alors si, on peut, bah, moi ça m'est arrivé souvent de gagner des concours comme ça, en dérogeant au programme et en proposant une autre façon de voir les choses, en disant bah, justement si on fait ça, voilà, on ne sera pas assujetti à des règles d'incendie ou des règles qui sont très, très contraignantes ou des règles voilà, de réglementation thermique ou autre. Et ça, on peut le résumer en une slide, mais c'est vrai que ça devrait faire l'objet d'une formation tout à fait ouverte pour faire une formation plus approfondie. À inventer ensemble, effectivement. Ah, merci, bah, merci beaucoup Frédéric pour cet échange qui a ancré ces questions dans un contexte d'enjeux internationaux, qui donne bien la portée de ce que nous vivons. Et merci à toi aussi pour cet échange très matinal, parce que tu t'es Oui. levé tôt pour Ouais, mais la à COP est BM fermée, pour. là, ça a été attaqué par des Indiens, des soutiens d'ailleurs. Et ce que je voulais dire, je ne l'ai pas dit, il y a quand même quelque chose de vraiment très, très indécent. Cette COP 30 se fait dans une tente des grands chapiteaux où on discute de la façon dont sauver la planète. Sauf que c'est réfrigéré à 16 degrés, enfin, c'est vraiment indécent, entouré par des blindés. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde. On construit les alternatives ensemble et dans des lieux d'expression aussi et d'échange qu'on mobilise. Et on vous remercie aussi pour ce cycle de bulles et ce webinaire en particulier d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, à vous connecter et à échanger aussi sur le chat. Et Frédéric, tu l'as partagé, ce qui est non courant aujourd'hui sera la norme de demain. Le devenir ordinaire des techniques non courantes, c'est ce que tu entreaperçois de expérimenter, savoir jouer avec les mots, rendre possible autrement, produire, coproduire nous-mêmes. Des initiatives qui viennent de la base, comme tu l'as beaucoup rappelé, de créer les moyens de sa liberté, de rechercher l'intensité, l'exemplarité plutôt que la performance, de viser la robustesse
et d'embarquer via de nouveaux récits et avec de nouvelles façons de faire. Donc, merci beaucoup pour cet enthousiasme que tu nous as transmis. Et donc, je ne sais pas si tu as accès au chat, mais effectivement, Ah oui, je vois passer, moi, c'est très, beaucoup très de puissant, c'est messages ça. sympathiques qui nous arrivent aussi. Ça fait Et du bien. les Merci. clés de succès un peu de ces projets alternatifs dont tu parlais, que ce soit l'autonomie, le décloisonnement des métiers et des pratiques, l'approche systémique et la gestion coopérative et en démocratie directe, voilà, c'est des choses qui nous parlent vraiment et qui nous unissent aussi dans nos pratiques et dans nos démarches respectives. Mm. Top. Et comme d'habitude, on va diffuser là d'ici une petite semaine le replay de cette bulle avec toujours cet encart sur le fil de la bulle aussi pour témoigner de nos échanges. Et on se retrouve la semaine prochaine, le 19, quand le nom est une force, une opportunité pour construire un projet collectif et créatif. Et au mois de décembre, sur garder le cap environnemental malgré tout, sur les évolutions entreaperçues RE 2020 en 2026, et en webinaire DDQ aussi fin du mois, le 27 novembre. C'est réjouissant. On reste sur le même cap. Tout à fait. Merci encore beaucoup à toutes et à tous. On voit vos messages à défiler, c'est toujours très, très Oui. agréable et sympathique. Du coup, on déconnecte pas tout de suite, en général. Parce que et oui, et merci encore Frédéric pour cette bulle matinale euh, depuis l'autre bout du monde. Bah, merci à toutes et tous pour votre attention et vos messages de sympathie. Super. Bonne journée. À bientôt. À bientôt Au Bon revoir. et appétit. bonne app. Bon petit-déj. Bon petit déj pour Frédéric. Ouais, c'est bon. Merci. Et, euh, et puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine.